Il y a près de 1000 ans, les bêtes démoniaques étaient soumises à la volonté du clan des dragons, une lignée puissante et crainte par toutes les autres créatures du monde. Au sommet de cette hiérarchie terrifiante régnait le dieu démon, une entité redoutée de tous. Ce démon, animé par une ambition dévorante et écrasante, semait le chaos et la destruction partout où il allait. Il commandait une armée de bêtes magiques, laissant derrière lui des territoires dévastés, déchirant le monde humain sans aucune pitié. Sa cupidité ne connaissait aucune limite, et son objectif ultime était de plonger tous les coins du monde dans des ténèbres sans fin, une obscurité où nul ne trouverait de répit. C'était l'heure la plus sombre de l'humanité. La lumière de l'espoir semblait s'éteindre peu à peu, et beaucoup pensaient que l'extinction de l'humanité n'était plus qu'une question de temps. Cependant, face à cette menace grandissante, quelque chose d'inattendu se produisit. Le potentiel caché de l'humanité se libéra soudainement, une vague d'éveil spirituel traversant les âmes des humains. Certains individus remarquables découvrirent alors qu'ils pouvaient contrôler les bêtes démoniaques elles-mêmes. Ces guerriers d'un nouveau genre devinrent les dompteurs de bêtes, des héros capables de repousser les forces maléfiques et d'instaurer une fragile lueur d'espoir dans cette obscurité. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui. Dans la zone résidentielle nord de Qingfen City, un événement similaire semble se produire. Les rues, autrefois paisibles, sont envahies par des bêtes démoniaques, jetant les habitants dans un état de panique absolue. Shin Yu, notre protagoniste, est pris au milieu de ce chaos, figé d'horreur par la scène apocalyptique qui se déroule sous ses yeux. Alors qu'il reste paralysé, une immense bête démoniaque abattue lors d'un combat tombe brusquement devant lui, éclaboussant le sol de son sang. Shin, complètement pétrifié, sent l'odeur métallique du sang dans l'air, mais reste incapable de bouger. Cependant, au moment où tout semble perdu, une silhouette se dessine au milieu des flammes et de la fumée. C'est une femme d'une beauté saisissante, à la présence imposante et rassurante. Cette femme est Suruan, la directrice renommée de l'Académie du Dragon Azur, une institution qui forme les dompteurs de bêtes les plus talentueux. Avec un sourire bienveillant, elle tend à Shin une carte de visite et lui assure que l'Académie du Dragon Azur prendra en charge tous les dommages causés par l'attaque, y compris la reconstruction de sa maison. Puis, sans plus de cérémonie, elle s'éloigne, accompagnée de ses coéquipiers, laissant Shin bouleversé. Cette rencontre laisse une impression durable sur Shin. Pour la première fois, il a vu un dompteur de bêtes en action, et cette vision éveille en lui un désir profond de devenir comme eux. Mais un obstacle de taille se dresse devant lui, il n'a même pas les moyens de posséder une bête. Sans compagnon animal, il ne peut espérer passer l'examen national de dompteur de bêtes, et donc ne pourra jamais protéger les autres. Ce rêve lui semble inaccessible, mais il sent au fond de lui que sa vie est sur le point de changer. Alors qu'il déambule dans les rues le lendemain, Shin tombe par hasard sur un husky errant, ou, plutôt, c'est le husky qui semble le trouver. Intrigué, Shin observe l'animal de plus près et se souvient d'un manuel qu'il a lu sur les créatures magiques. Ce chien ressemble à un Gaalhund, une créature de faible lignée, qui, d'après ses lectures, ne demande pas beaucoup d'énergie spirituelle pour être apprivoisé. Shin voit une opportunité unique se dessiner. Avec ce Gaalhund comme compagnon, il pourrait enfin envisager de devenir un dompteur. Le lendemain, Shin se rend dans un magasin de dompteurs pour évaluer la valeur de sa nouvelle bête. En entrant, il explique au commerçant qu'il aimerait vendre son husky, n'ayant pas les moyens de l'élever correctement. Cependant, le propriétaire du magasin, d'un air condescendant, lui explique que les Gaalhunds sont des créatures de faible lignée, sans potentiel d'évolution, et qu'il serait préférable de s'en débarrasser. Déçu, Shin s'apprête à quitter le magasin, mais à ce moment-là, une étrange notification apparaît devant lui, flottant dans les airs. Il cligne des yeux, pensant halluciner, mais la notification est bien réelle. Elle affiche des statistiques détaillées sur son husky et révèle même un chemin d'évolution caché. Sous le choc, Shin fixe l'écran de la notification, incapable de croire ce qu'il voit. C'est alors qu'un garçon arrogant fait irruption dans le magasin. C'est un élève de 3e année, fils de l'homme le plus riche de Qingfen City, qui fréquente également la même école que Shin. Voyant le Gaalhund dans les bras de Shin, il éclate de rire et commence à se moquer de lui sans retenue. Lena avait dit à Suja que Shin n'avait même pas l'intention de participer à l'examen de dompteur de bêtes, n'ayant pas de bête à lui. Mais maintenant, en le voyant avec ce husky, la situation semble avoir changé. La mention de Lena attire immédiatement l'attention de Shin, et il demande à Suja des explications. Suja sourit en coin et lui rappelle qu'il parle bien de la même fille avec laquelle Shin traînait autrefois, mais il finit par lâcher la bombe. Lena est maintenant avec lui. À ce moment précis, Lena apparaît et attrape la main de Suja d'un geste possessif. Elle lui demande où il était passé, et Suja, d'un ton désinvolte, explique qu'il échangeait juste quelques mots avec son ancien ami. Lena ajoute alors, sans détour, que Shin et elle ne sont plus amis depuis longtemps et qu'ils n'ont plus aucun contact. Dans son esprit, elle se demande pourquoi elle se soucierait de ce que pense perdant, surtout maintenant qu'elle fréquente quelqu'un d'important. Après tout, Shin tient un chien misérable dans ses bras, tandis qu'elle est aux côtés du fils de l'homme le plus riche de Qingfen City.
Cette attitude et ce changement de comportement blessent Shin profondément. Il se souvient des moments où il a aidé Lena dans le passé et ne peut s'empêcher de lui rappeler ses souvenirs. Il finit par lui dire qu'il est en réalité soulagé de pouvoir la laisser avec qui elle veut, la libérant ainsi pour qu'elle profite de son choix de vie. Pendant ce temps, son husky, d'un regard ironique, semble partager la réprobation de son maître, comme s'il se moquait de la situation absurde. Suja, voyant Shin s'éloigner, commence à ricaner bruyamment. 3 jours passent, et le moment de l'examen national de dompteur de bêtes est enfin arrivé. Sur la place Zilan, tous les étudiants sont rassemblés, prêts à démontrer leur talent. Shin traverse la foule, son regard déterminé, mais il remarque les chuchotements et les ricanements des autres participants derrière lui. La plupart ne comprennent pas pourquoi il s'obstine à passer cet examen alors qu'il n'a qu'un Gaalhund. Ils le trouvent même stupide de tenter une épreuve aussi prestigieuse sans moyens financiers ni une bête digne de ce nom. Après une longue attente, Shin se tient enfin devant le globe qui déterminera son destin. Il est prêt à prouver à tous qu'il n'est pas le perdant qu'il pense. En face de lui, assis derrière une grande table, se trouve le professeur Shen Xinyan, le responsable des admissions de l'Académie du Dragon Azur dans le district de Qingfen. Shin le salue respectueusement et confirme son identité, déclarant qu'il est là pour passer l'examen. Shen, remarquant que Shin est le seul candidat de sa région, est intrigué. Mais à ce moment précis, Suja, le garçon arrogant de l'autre jour, surgit avec un sourire narquois et se moque ouvertement de Shin pour oser tenter l'examen. Il est si sûr de l'échec de Shin qu'il promet de s'agenouiller et de l'appeler « père » si, par miracle, Shin réussit. Shin, en réponse, ne recule pas et, avec confiance, l'encourage à tenir sa promesse. Il se tourne ensuite vers le professeur et déclare qu'il est prêt pour le test. Le professeur Shen lui rappelle alors une règle stricte. S'il échoue à cet examen, il ne pourra jamais postuler dans une autre académie de dompteurs de bêtes. Les autres candidats, amusés, rient en pensant que Shin n'a aucune chance d'atteindre le score minimal requis. L'examen exige un score de 800 pour valider le potentiel d'un dompteur, un seuil que, selon eux, Shin ne pourra jamais atteindre. Cependant, Shin, résolument confiant, accepte les conditions sans hésiter. Il place alors sa main sur le cristal, et le résultat s'affiche aussitôt, seulement 316 points. La salle entière éclate de rire, et même le professeur Shen, qui avait espéré que Shin pourrait réussir, semble déçu. Mais juste au moment où les rires résonnent, le cristal commence soudainement à émettre une lueur intense. À la surprise générale, le score de Shin se met à augmenter rapidement. Le chiffre ne cesse de grimper, jusqu'à atteindre 1028. La foule reste muette, bouche bée, tandis que Suja, blême, contemple le résultat avec horreur. Avec un score de 1028, Shin vient de prouver qu'il a le potentiel d'un maître des bêtes 10 étoiles, un niveau rarissime qui laisse tout le monde sans voix. Pour Suja, le garçon arrogant, c'est un cauchemar devenu réalité. Il avait promis de s'agenouiller et d'appeler Shin « père » si celui-ci réussissait. Le professeur Shen, n'en croyant pas ses yeux, explique à l'audience que le pouvoir spirituel détermine le nombre de bêtes qu'un dompteur peut contrôler, à raison d'une bête pour chaque tranche de 100 points. Avec son score de 1028, Shin a le potentiel d'un maître des bêtes 10 étoiles, un niveau d'excellence rare dans le royaume des dragons. Pendant des décennies, seuls quelques élus ont atteint ce statut, et il semble bien que le royaume ait trouvé son nouveau génie. Suja et Lena, blêmes, sont abasourdis par la tournure des événements. Mais alors que Shin savoure ce moment, le professeur reçoit une notification de son assistant, l'informant d'une légère erreur dans la mesure. Le score réel de Shin est de 1032, surpassant celui de Yening Shuang. Décidant de garder cela confidentiel, Shen annonce que Shin a passé le test avec succès et peut avancer vers le second, le test de qualité de la lignée de sa bête. Invité à invoquer sa bête, Shin appelle fièrement son compagnon, Croc-Noir. Tous retiennent leur souffle, s'attendant à voir une créature impressionnante. Mais lorsqu'ils découvrent un simple Gaalhund, une bête réputée de basse lignée, la déception se lit sur les visages. Même Shen, qui nourrissait de grands espoirs, montre une pointe de désillusion. La lignée d'une bête est cruciale pour le développement d'un dompteur, et ce Gaalhund semble avoir peu de potentiel. Cependant, juste avant que Shen ne prononce son jugement, le Gaalhund commence à réagir. Sous les regards ébahis de l'assemblée, la bête se métamorphose en une immense créature, une version évoluée du Gaalhund. Personne ne s'y attendait. Les Gaalhunds sont connus pour ne pas avoir de chemin d'évolution. La foule devient hystérique, incapable de croire ce qu'elle voit. Le professeur Shen consulte immédiatement les statistiques de la bête, et une notification système confirme que ce monstre est dans sa seconde étape d'évolution, avec des capacités, des statistiques et des attributs totalement transformés. Un sourire satisfait apparaît sur le visage de Shen. Shin est loin d'être faible. Avec un sourire chaleureux, Shen annonce que Shin a brillamment réussi l'examen et qu'il est officiellement admis à l'Académie du Dragon Azur. Pendant ce temps, Lena et Suja, réalisant l'ampleur de l'humiliation à venir, tentent de s'éclipser discrètement.
mais Shin ne les laisse pas s'en tirer ainsi. Il rappelle à Suja sa promesse et lui ordonne de l'appeler « père ». Suja, mortifié, hésite, mais sous la pression, il finit par céder et prononce les mots. Shin, pour enfoncer le clou, lui répond qu'il n'a pas besoin d'un « fils » comme lui et l'encourage à partir. Lena, désemparée, change aussitôt d'attitude et tente de se réconcilier avec Shin, lui confessant des sentiments soudains. Mais Shin la repousse froidement, déclarant qu'il a cessé de courir après des personnes comme elle et qu'il se concentre désormais sur ses objectifs. Lena s'effondre, regrettant amèrement ses choix. Emportée par la fierté de sa réussite, Shin appelle immédiatement sa sœur pour lui annoncer son admission à l'académie. Mais à sa grande surprise, son sourire disparaît lorsqu'il entend un cri perçant avant que la communication ne soit coupée. Inquiet, Shin se précipite vers le marché de la banlieue de Chingfeng City, où un monstre sème la panique. Lorsqu'il arrive sur place, il aperçoit sa sœur, tenant un enfant dans ses bras, tentant de protéger la fillette terrifiée. Mais au-dessus d'elle, un scorpion géant les menace. Dans ce moment de désespoir, une notification du système apparaît devant Shin, listant des compétences qu'il peut utiliser. Cependant, malgré sa volonté, aucune ne semble fonctionner. Le scorpion lève son dard pour attaquer, et Shin, dans un éclair de mémoire, se rappelle du sort qu'avait chanté la dompteuse sur l'an. Imitant ses paroles, Shin voit son Ga'al-Hoon se transformer en une créature sombre et imposante. Sous son commandement, la bête libère une puissante attaque de feu, réduisant le scorpion en cendres d'un seul souffle. Une fois le danger écarté, Shin court vers sa sœur, soulagée de la retrouver saine et sauve. Elle, émue, l'écoute fièrement annoncer qu'il est devenu un dompteur de bêtes de l'Académie du Dragon Azur, présentant son Hellstorm Wolf, Black Fang. Les spectateurs, témoins de la scène, sont stupéfaits d'avoir vu le monstre, qui ravageait le marché, être maîtrisé aussi rapidement. Shin ressent une joie profonde en voyant les visages heureux des gens autour de lui. Une mère, en larmes, remercie Shin pour avoir sauvé sa petite fille, et celle-ci, les yeux brillants, court se jeter dans les bras de sa mère. En s'approchant du cadavre du scorpion, Shin aperçoit un noyau de monstre brillant à l'intérieur. Une notification système apparaît, expliquant que le noyau, bien que de bas niveau, contient des effets toxiques. Shin, bien que peu enthousiaste à l'idée de posséder un noyau aussi faible, décide de l'offrir à Black Fang, espérant que même un gain minime pourrait l'aider à progresser. Puis, il annonce publiquement que le monstre a été vaincu, et la foule, soulagée, l'acclame pour sa victoire. Mais, fidèle au style exagéré des représentations, tout semble étrangement sorti d'un monde imaginaire au trait parfait. Après cette longue journée, Shin retourne chez lui, où il trouve encore le toit percé d'un énorme trou. Épuisé, il s'endort profondément, ignorant que sa sœur le veille. Elle l'observe, une expression concentrée sur son visage, et remarque que la malédiction de la rune du dragon est toujours active en lui. Elle rapporte alors cette observation par téléphone à une personne mystérieuse, expliquant qu'elle peut encore sentir l'essence du roi dragon en lui, et qu'il semble surprenant que Shin puisse conclure un contrat de bête malgré la malédiction. Son interlocuteur lui demande de surveiller Shin de près, ce qu'elle accepte. Le lendemain, Shin et sa sœur se rendent à la gare de Chingfeng City. Avant leur départ, les habitants, reconnaissant pour son aide, viennent lui offrir des cadeaux et lui montrer leur affection. Shin leur adresse un dernier salut avant de monter à bord du train. Quelques heures plus tard, l'agent du train annonce par haut-parleur qu'il y a des rapports de bêtes le long des voies. Les passagers du train reçoivent l'annonce qu'ils doivent s'attendre à quelques secousses car le train traverse une zone dangereuse. Néanmoins, il réussit à franchir cet obstacle et continue normalement son trajet. Soulagé, Shin et sa sœur respirent, heureux d'avoir échappé au danger et de se rapprocher de Yin City. La sœur de Shin l'encourage à bien étudier dès son entrée à l'académie. Mais à ce moment-là, le train est secoué violemment, projetant les passagers dans leur siège. Une nouvelle annonce retentit, prévenant qu'un groupe de bêtes, des singes géants à 3 yeux, a été repéré en avant. Les passagers sont invités à se protéger et surveiller leurs biens, tandis que Shin, prêt à affronter l'imprévu, se prépare. Les autres passagers, eux, sont paralysés de peur alors que les singes géants commencent à frapper avec force le toit du train. Un énorme singe s'écrase soudainement sur le toit, et Shin se tourne immédiatement vers sa sœur pour lui dire de se cacher pendant qu'il va gérer la situation. Alors qu'il sort, le gorille bondit vers lui, mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, une bête ressemblant à un renard frappe le singe avec sa queue, le faisant trébucher. C'est alors qu'apparaît une femme aux cheveux flamboyants, Yanran, la fille du président de la Guilde du Ciel. Elle ordonne à sa bête, un majestueux renard tonnerre à 3 queues, de charger. Des éclairs de foudre crépitent autour du renard tandis qu'il se précipite à une vitesse impressionnante vers le singe. Shin, émerveillé, observe les capacités incroyables du renard tonnerre. En lisant les statistiques, il réalise qu'il s'agit d'un monstre de premier niveau, et comprend que cette femme puissante est Chin Yanran, la célèbre fille du président de la guilde. Shin appelle alors les passagers à évacuer, mais il est presque trop tard. 3 singes géants sont déjà entrés dans le train et se déchaînent parmi les voyageurs. Agissant rapidement, Shin ordonne à Croc Noir d'aider Yanran.
Tandis que Yanran concentre ses attaques sur l'un des gorilles, un autre singe tente de l'attaquer par derrière. Shin invoque alors une technique, le lien noir inferno de Fang, et des flammes sombres apparaissent, piégeant les 3 singes. Yanran, impressionné, réalise que Shin est lui aussi un dompteur de bêtes et le remercie de lui avoir sauvé la vie. Il répond modestement, affirmant que tout dompteur aurait fait la même chose. Alors qu'ils discutent, une fenêtre système apparaît devant Shin, indiquant que sa bête souffre d'une sorte de dépression et de léthargie post-combat. Le système lui recommande d'utiliser un remède composé de monstres trempés dans de l'eau chaude, un attribut de tonnerre, et un catalyseur mélangé au noyau d'une bête magique aquatique. Étonné par cette découverte, Shin interroge Yanran à propos de sa bête, lui demandant si elle présente parfois de la léthargie ou des signes d'automutilation après les combats. Yanran, un peu surprise, lui confirme que son renard tonnerre semble effectivement affecté. Shin, sans révéler qu'il peut voir ces informations grâce à la fenêtre système, prétend avoir lu cela dans un guide, et que les renards tonnerres y sont particulièrement sensibles. Reconnaissante, Yanran lui remet un coussin énergétique pour l'aider à stabiliser sa bête. Elle décide alors de le prendre sous son aile comme un « petit frère », ce qui ne manque pas de susciter la jalousie de la sœur de Shin, qui observe de loin. Rapidement, elle intervient en se plaçant entre Shin et Yanran, affirmant que Shin est son frère et qu'elle ne souhaite pas le partager. Yanran, souriante mais résolue, attire Shin vers elle, déclenchant ainsi une rivalité légère mais persistante entre les 2 jeunes femmes, chacune voulant prendre la place de « grande sœur » de Shin. Peu après, la scène change, et nous retrouvons Shin et sa sœur à la place centrale de l'Académie du Dragon Azur, où tous les nouveaux étudiants sont rassemblés pour la cérémonie d'accueil. L'hôte, joyeux, souhaite la bienvenue aux étudiants. C'est Lin Kang, le doyen de l'académie. À ses côtés, Wang Dongzhang, le directeur adjoint, observe les élèves. Au milieu de l'assemblée, Shin est impatient de découvrir l'académie. Soudain, un rugissement de lion se fait entendre, résonnant dans toute l'assemblée et signalant l'arrivée du prodige de l'académie, chevauchant un immense lion. La prodige, qui se révèle être la directrice de l'école, descend du dos de sa bête et prend la parole. Shin, bouche bée, réalise qu'elle est la même femme qui a combattu le dragon démon de l'ombre. Elle félicite les étudiants pour leur admission, tout en leur rappelant une règle essentielle de l'académie. Ici, tous suivent les mêmes règles, quelle que soit leur origine. Elle insiste particulièrement sur la fameuse règle numéro 8, intriguant les étudiants qui chuchotent entre eux à propos de ce règlement mystérieux. Finalement, elle révèle que la règle stipule que tout conflit entre étudiants doit se régler par un duel sur le ring, et que le perdant doit s'excuser auprès du gagnant. Shin, légèrement nerveux, comprend que cette règle permettra d'éviter que les familles influentes n'intimident les autres. Toutefois, il se demande si cette règle n'avantage pas les étudiants les plus puissants, leur permettant d'humilier ceux qui sont plus faibles. Après la cérémonie, un étudiant arrogant, jaloux de l'attention portée à Shin pour son score spirituel, se dirige vers lui. En voyant que Shin semble rivaliser avec le talent du seigneur Yingguang, le professeur Shen est visiblement agacé par un élève qui, avec une grande gueule, se met à lancer des provocations envers Shin. Shen lui ordonne alors sèchement de s'asseoir. Finalement, l'élève obéit et, loin d'être jaloux comme il le paraissait, il annonce qu'il est inspiré par Shin et qu'il promet de le suivre désormais. Le professeur Shen, après cette interruption, écrit quelque chose en chinois au tableau et se présente officiellement. Il s'appelle Shen Xinyan et est le professeur principal de la classe d'accueil. Il affirme être ravi de guider ses nouveaux élèves et leur assure qu'il leur enseignera au mieux de ses capacités. Shen leur demande d'ouvrir le guide des compagnons de bêtes à la première page, où ils vont aborder les bases théoriques des compagnons. Il commence en expliquant que la force d'un compagnon bête repose sur 2 facteurs principaux. Le premier facteur est le stade évolutif du compagnon bête, qui comprend plusieurs étapes allant de la forme initiale, à la forme mature, puis à la forme complète, à la forme transcendante et enfin, au stade ultime appelé le roi des bêtes. Shen précise que chaque stade apporte des améliorations significatives à la puissance de la bête. Le second facteur important, continue-t-il, est la qualité de la lignée de la bête. En effet, les bêtes possédant des lignées de haute qualité exercent un effet de suppression sur celles qui ont des lignées inférieures, ce qui en fait des compagnons bien plus redoutables. Poursuivant, il introduit le système des attributs de 5 éléments, en expliquant que chaque élément, le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre, peut dominer ou être dominé dans un cycle de suppression mutuelle. Le bois domine la terre domine l'eau domine le feu domine le métal, et le métal domine le bois. Au-delà de ces éléments de base, Shen mentionne qu'il existe des variantes rares comme le sable et la foudre, mais il décide de ne pas tous les détailler pour le moment. Shin, épuisé, s'assoupit sans même s'en rendre compte. Le professeur Shen, remarquant cela, le réveille d'un geste précis en lui lançant un bout de craie en plein visage, visiblement agacé par son manque d'attention. Pour lui faire une leçon, Shen lui pose une question directe. Quelle est la faiblesse du démon du ciel, le lézard? Shin, encore en train de se réveiller,
peine à réagir, mais Shen insiste en menaçant de l'expulser de la classe s'il ne peut répondre correctement. Après un moment de réflexion, Shen annonce que la faiblesse du lézard se situe dans le sac de venin sous son abdomen. Impressionné malgré lui, Shen enchaîne avec une nouvelle question et demande où vivent généralement les condors de glace. Sans hésiter, Shen répond à nouveau correctement, laissant ses camarades stupéfaits par ses connaissances pointues. Pour pousser encore plus loin, Shen lui demande alors ce qu'il ferait s'il rencontrait un tigre renifleur du ciel dans la nature. Avec calme, Shen explique qu'il mordrait sa carte d'identité pour permettre à sa famille de reconnaître son corps et qu'il irait s'allonger dans un endroit ombragé pour ralentir la décomposition. Dans l'éventualité de sa mort, toute la classe reste bouche bée face à cette réponse, et Shen est particulièrement abasourdi. Ce n'est pas parce que l'information est étrange, mais parce que ce que Shen dit est en réalité vrai. Déconcerté, Shen finit par lui donner la note maximale pour ses réponses. Il lui demande alors comment il a acquis toutes ces connaissances, puisqu'elles ne sont pas couvertes dans le programme actuel. Shen, un peu gêné, montre les nombreux documents et guides qu'il a déjà lus par lui-même. La classe entière est stupéfaite, se demandant comment ils pourront jamais rivaliser avec un prodige de ce niveau à l'avenir. Le professeur Shen, en reprenant son calme, invite la classe à poursuivre leurs études avec application. Une fois le cours terminé, Shen demande à Shen de venir le voir en dehors de la classe. En chemin, Shen s'excuse de s'être assoupi, mais Shen, plus impressionné qu'agacé, souligne qu'il est surpris que Shen ait déjà maîtrisé tout le contenu théorique du semestre en une seule session. Shen attribue alors humblement son succès à la qualité de l'enseignement de Shen, mais le professeur écarte cette flatterie d'un geste. Puis, sans plus attendre, il donne à Shen un laissez-passer de bibliothèque pour l'Académie du Dragon Azur, lui permettant d'emprunter tous les ouvrages nécessaires pour avancer davantage. En découvrant ce laissez-passer spécial, Shen est stupéfait. Ce passe lui permet non seulement d'accéder à des livres rares, mais aussi de fréquenter la bibliothèque autant qu'il le souhaite sans frais. Ravi, il remercie Shen chaleureusement et décide de se rendre directement à la bibliothèque, n'ayant plus rien à apprendre des bases. La scène se déplace alors vers la bibliothèque de l'Académie du Dragon Azur, où Shen est installé, seul, dans un coin tranquille, plongé dans une pile de livres. Mais cette tranquillité est brusquement interrompue lorsqu'un garçon arrogant, accompagné de ses sbires, fait irruption bruyamment. Ce garçon est Wang Yan, le fils du directeur adjoint Wang Dongzhang. Wang Yan ordonne d'un ton méprisant aux autres étudiants de quitter les lieux, et tous s'exécutent, terrifiés. Voyant cela, Shen ferme calmement son livre et, d'un geste précis, le lance sur la tête de Wang Yan, atteignant sa cible avec une force suffisante pour faire grimacer Wang Yan de colère. En se retournant, Wang Yan aperçoit Shen qui s'approche avec une attitude décontractée et confiante. Shen l'interpelle et lui reproche de harceler les filles sans la moindre honte. Une des filles, inquiète, avertit Shen que Wang Yan est le fils du directeur adjoint, et qu'il ne vaut mieux pas le provoquer. Mais Shen, indifférent, continue d'avancer vers Wang Yan. Furieux, Wang Yan tente de le menacer en lui montrant un geste de pouce vers le bas, lui conseillant de s'éloigner pour son propre bien. Shen, cependant, ne recule pas. D'un seul mouvement, il frappe Wang Yan, qui s'effondre au sol, complètement humilié. Juste au moment où l'affrontement entre Shen et Wang Yan commence à dégénérer, la doyenne de l'académie fait une entrée remarquée, le visage impassible mais les yeux lançant des éclairs de colère. Elle fixe Wang Yan, et il comprend immédiatement qu'il a de sérieux ennuis. La doyenne déclare qu'ils régleront ce différend selon l'article 8 du règlement de l'école, qui stipule que tout conflit entre élèves, à tort ou à raison, doit être résolu dans un duel d'arène. Le perdant est tenu de s'excuser auprès du gagnant. Cette règle, bien que visant à éviter l'intimidation, est parfois critiquée car elle force les plus faibles à affronter ceux qui pourraient les surpasser. Quoi qu'il en soit, à cause de cette règle, Shen et Wang Yan se retrouvent bientôt dans l'arène. Des murmures parcourent la foule. Certains doutent de la capacité de Shen à l'emporter, car la bête de Wang Yan est un léopard céleste à 6 griffes, une créature de légende capable de cracher des éclairs de glace. Même le professeur Shen semble préoccupé, bien qu'il soutienne Shen de tout cœur. Les deux rivaux entrent dans l'arène, Wang Yan affichant un sourire arrogant, prêt à écraser Shen, tandis que Shen affiche une détermination farouche. Le match commence, et Wang Yan invoque sa redoutable bête. Shen active une de ses compétences pour lire les statistiques de la bête et, à sa surprise, découvre que le léopard a un double attribut. Néanmoins, il garde son sang-froid et invoque Croc Noir, dont l'aura rouge foncé plonge la foule dans un silence stupéfait. L'apparence imposante de la bête de Shen éclipse totalement le léopard céleste à 6 griffes. Dans un salon VIP, la doyenne observe la scène à travers une boule de cristal, intriguée. C'est la première fois qu'elle voit un Ga'alhound évoluer, ces créatures étant habituellement considérées comme des bêtes sans potentiel évolutif. De l'autre côté de l'arène, Wang Yan,
exaspéré par la fascination de la foule pour Shin, ordonne à son léopard de lancer une attaque, griffe de glace déchirante. Shin réagit calmement et ordonne à Croc-Noir de se déplacer en esquivant chaque coup de griffe. Malgré l'agilité de Croc-Noir, il finit par être touché dans le dos, ce qui inquiète le professeur Shen. En effet, le loup infernal de Shin possède les attributs du vent et du feu, mais le léopard céleste à 6 griffes de Wang Yan est une bête avec des attributs de glace et de vent, ce qui place Shin en désavantage. Wang Yan, confiant, ordonne à son léopard de multiplier les attaques, jusqu'à ce que Croc-Noir soit emprisonné dans un cercueil de glace, incapable de bouger. Wang Yan éclate de rire, certain que le chien de Shin va bientôt geler à l'intérieur de ce cercueil. Tous ceux qui soutiennent Shin sont tendus, mais Shin lui-même reste étonnamment calme. Il ordonne à Croc-Noir d'utiliser une compétence spéciale, et la bête commence à se transformer en une ombre noire, se fondant hors du cercueil de glace. Wang Yan, pris de panique, cherche frénétiquement son adversaire du regard. Croc-Noir se matérialise soudain juste devant lui. Le léopard de Wang Yan se précipite pour protéger son maître, mais Croc-Noir esquive rapidement. Shin saisit l'occasion et ordonne à Croc-Noir de montrer toute sa puissance avec la compétence griffe silencieuse. Une série de coupes invisibles frappe la bête de Wang Yan, provoquant un effet de silence de 3 secondes. La doyenne, abasourdie, reconnaît qu'il s'agit d'une compétence rare d'attribut sombre. Voyant son adversaire temporairement impuissant, Shin donne l'ordre final, une attaque de feu dévastatrice. Croc-Noir déclenche une puissante vague de flammes qui engloutit le léopard céleste, le battant instantanément. L'arbitre déclare Shin vainqueur sous les acclamations de la foule, impressionné par sa victoire. Wang Yan, qui perd toute fierté restante, trouve encore difficile de croire à sa défaite. À cet instant, la doyenne descend dans l'arène et lui rappelle qu'il doit, selon le règlement, présenter ses excuses au vainqueur pour clore officiellement le conflit. À contre-cœur, Wang Yan baisse la tête et marmonne ses excuses à Shin. La doyenne félicite Shin pour sa performance exceptionnelle, sous-entendant qu'il est peut-être le deuxième étudiant seulement à attirer son attention. Voyant Shin recevoir ses éloges, Wang Yan ressent une montée de jalousie et commence déjà à fomenter une vengeance. La doyenne informe Shin qu'elle est impatiente de voir sa performance au prochain concours de classement des étudiants de première année, prévu dans 3 jours. Shin la remercie et ne peut s'empêcher de lui demander qui fut le premier élève à capter son attention. Elle mentionne alors un jeune prodige nommé Yening Shuang, dont le niveau de puissance spirituelle dépasse les 1000. Le nom résonne dans l'esprit de Shin, se rappelant les murmures sur elle lors de l'examen d'entrée. La doyenne, appréciant le talent, surprend Shin en lui offrant un anneau spatial en guise de récompense pour sa victoire. Éberlué, Shin reste bouche bée, sachant que cet anneau est un artefact précieux permettant de stocker des objets grâce à une technologie de pointe, idéale pour un maître des bêtes. L'anneau spatial remis par la doyenne est un artefact unique. Il permet à Shin de transporter une grande quantité d'objets indispensables, des compléments alimentaires aux noyaux de bêtes obtenus lors de combats. Shin est ravi et accepte l'anneau avec humilité. Plus tard, en sortant de l'académie du Dragon Azur, il se presse de rentrer chez lui, inquiet que sa sœur l'attende. Sur le chemin, il heurte accidentellement une petite fille. La jeune fille, désorientée, s'excuse rapidement pour la collision, mais Shin la rassure avec douceur, lui conseillant de faire plus attention. Elle lui répond timidement qu'elle n'a nulle part où aller et le supplie de l'emmener avec lui. Pris de compassion, Shin accepte de l'aider sans hésitation. Lorsqu'il rentre, sa sœur, Roakshu, l'accueille en le réprimandant pour avoir kidnappé un enfant. Shin tente d'expliquer la situation, mais Roakshu est furieuse. Après quelques minutes, elle se calme enfin, laissant Shin lui raconter l'histoire complète. Il explique que la fillette, Shaiming, craint les bêtes, ce qui l'empêche de devenir maître des bêtes, une condition pourtant valorisée dans sa famille. Maltraitée pour cette faiblesse, elle s'est enfuie de chez elle. Émue, Roakshu prend Shaiming dans ses bras, et la fillette implore de ne pas être renvoyée chez elle. Roakshu accepte qu'elle reste, mais avertit Shin de ne jamais choisir une femme de la famille Yei. Shin est intrigué par cette mise en garde. Le lendemain, à l'académie du Dragon Azur, tous les élèves sont rassemblés à l'extérieur, attendant les consignes du professeur Shen. Shin, dans la foule, est encore troublé par l'avertissement de sa sœur concernant la famille Yei. Soudain, un ami le rejoint et lui rappelle que la leçon du jour portera sur le positionnement en champ de bataille. L'ami lui demande s'il sait en quoi cela consiste. Shin reprend ses esprits et explique que, dans une bataille, les maîtres de bêtes doivent former une équipe coordonnée avec des rôles spécifiques. Les tireurs infligent des dégâts à distance, les mages utilisent des sorts pour des attaques massives, les tanks servent de bouclier pour protéger l'équipe. Les assassins se concentrent sur l'élimination rapide des ennemis affaiblis, et les supports apportent des améliorations pour renforcer les capacités de l'équipe. L'ami de Shin lui demande alors quel rôle conviendrait le mieux à son papillon tempête, mais avant que Shin puisse répondre, l'instructeur Shen intervient, ordonnant à tout le monde de se taire et d'invoquer leur bête pour l'évaluation du positionnement. Le premier étudiant est évalué comme tank, sa bête ayant une défense impressionnante.
L'élève suivant est désigné mage, car son papillon tempête est spécialisé dans des attaques d'eau couvrant une large zone, parfaite pour ce rôle. Finalement, c'est au tour de Shin, qui avance avec confiance. L'instructeur explique que le premier test portera sur la puissance d'attaque. Shen lui demande s'il est prêt. Il invoque Croc Noir et lui ordonne de déclencher la compétence Enfer. Une explosion de feu frappe le poteau de test, infligeant un coup critique avec des dégâts triplés atteignant 6371 points. La foule est stupéfaite, car la plupart des élèves ne parviennent pas à dépasser la moitié de ces dégâts. Même Shen est abasourdi, car la puissance des attaques spéciales des bêtes débute généralement autour de 500 points. Shin demande alors au professeur s'il est apte pour le rôle d'assassin, mais Shen préfère attendre les résultats des autres tests. Le deuxième test est celui de la portée, que Shin réussit également avec brio. Ensuite, il passe le test de défense et, là encore, obtient un résultat impressionnant. Vient ensuite le test de contrôle, et enfin celui de buff. Selon les données du professeur Shen, toute bête se trouvant à moins de 10 mètres de Croc Noir bénéficie d'un boost de 30% en combat, avec une augmentation de 10% de la vitesse d'attaque et de déplacement. Tous les élèves, y compris Shen, sont curieux de connaître le rôle final de Shin, car il excelle dans chaque domaine. Le professeur, prenant un ton mystérieux, annonce qu'il existe une position spéciale qui conviendrait parfaitement à Shin. Cependant, il garde la nature exacte de cette position secrète, laissant tout le monde en suspens. Shen leva le petit doigt et expliqua que si les bêtes d'un dompteur excellaient dans toutes les positions, alors ce dompteur gagnerait le titre de polyvalent. Il ne put s'empêcher de sourire, car il était très clair que Zing était le seul polyvalent de leur classe. En entendant cela, un sourire excité se dessina sur le visage de notre garçon. Les autres étudiants s'approchèrent pour lui demander à quel point il était incroyable. Zing rougit et, tout en se touchant la tête, il répondit que ce n'était pas si grave. Mais le professeur Shen attira l'attention de tout le monde en leur demandant de ne pas trop s'exciter, car bien que cela fût rare, les polyvalents n'étaient pas inconnus. Les premières données étaient encore incomplètes, mais jusqu'à présent, Zing était le seul polyvalent de la classe. Il mentionna également que, en deuxième année, il y avait Yizing et Hangun, et en troisième année, une fresque murale avec Kyong et Laike. Il conseilla à tout le monde de continuer à travailler dur. Les élèves commencèrent à sourire. Plus tard, Zing quitta l'académie et commença à marcher dans la rue. Il était heureux et décida d'aller acheter des boosters de nutriments pour se préparer au concours de classement des étudiants de première année. Mais juste à ce moment-là, un groupe d'hommes apparut devant lui, lui demandant où il prévoyait d'aller. Zing, quelque peu ennuyé, leur demanda qui ils étaient avec un sourire suffisant. Le chef du groupe lui répondit, lui demandant s'il n'avait pas entendu parler de la guilde du Tigre Noir. En entendant cela, Zing comprit qu'il cherchait des ennuis. Parmi le groupe se trouvait Wang Tank, qui commença à pointer Zing du doigt et, avec un sourire, suggéra au président Lie de ne pas gaspiller ses paroles et de lui casser une jambe pour voir s'il osait continuer à agir. Le président arrogant Lie et ses hommes commencèrent à s'approcher de Zing, lui disant que sa chance était épuisée. Zing remarqua que les hommes portaient des insignes étoiles sur leurs vêtements, indiquant qu'ils étaient des maîtres des bêtes de 3 et 4 étoiles. Il leur demanda si ce n'était pas un peu excessif d'intimider un maître des bêtes comme lui. Wang Tank, furieux, répondit qu'il était un tyran et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, et que Zing ne pourrait rien y faire. Le président Lie lui demanda de se calmer, car ils allaient s'occuper de lui. Il invoqua alors sa bête, un tigre blanc. La puissante bête commença à s'approcher de Zing, se préparant à attaquer, mais Zing invoqua Fen Noir, qui mordit le cou du tigre blanc, sauvant ainsi notre garçon de l'attaque et provoquant l'écrasement du corps du tigre contre le sol. Le président était furieux, car Wang Tang n'avait pas mentionné que la bête de Zing était aussi puissante que le Croc Noir, et le tigre blanc avait commencé à se battre. Même si leur bête était à un stade de maturité, elle pouvait affronter un tigre tonnerre d'un niveau extraordinaire, comme si de rien n'était. Le président n'allait pas permettre que cela se produise et ses hommes invoquèrent leur bête. Il décida de voir qui était le plus fort, sa guilde du tigre noir avec ses bêtes de 3 et 4 étoiles ou une simple recrue à 1 étoile. Les bêtes se préparaient à attaquer, mais à ce moment-là, un groupe de parents apparut, et avec un sourire, elle décida de voir qui était le plus fort, que ce soit la guilde du tigre noir ou la guilde céleste. Cela laissa tout le monde sous le choc. Au début, Zing se mit en alerte, mais ne put s'empêcher de sourire en voyant sa sœur, Yana. Les membres de la guilde céleste encerclèrent Lei et ses hommes, les faisant paniquer. Lei commença à ressentir de la peur, car la guilde céleste était la guilde de Beastmasters de 2e rang dans la ville de Longan, et même la guilde des ouragans, première au classement, n'osait pas les affronter. Morte de peur, elle demanda ce qu'elle faisait ici, et Yana, mettant son bras autour de l'épaule de Zing, lui répondit qu'elle ne savait pas que le président avait l'intention de jouer avec son frère. Elle expliqua qu'elle était une enfant unique, mais que Zing était son frère juré, reconnu par elle. Cela clarifia la situation à tous ceux qui cherchaient à jouer avec lui. Ils allaient se retrouver face à elle, dans la guilde céleste, obligeant tous ses subordonnés à invoquer leurs bêtes. Le prétentieux président les déglutit difficilement, et voyant les bêtes, il expliqua que tout cela était un malentendu.
perdu. Furieux, il se retourna et commença à pointer Wang Tang du doigt, révélant que c'était lui qui les avait engagés pour causer des ennuis à son frère. Wang Tang, tremblant de peur, s'excusa immédiatement, disant qu'il n'avait aucune intention de faire du mal à Zhang. Yanin croisa les bras et demanda au président Lei s'il savait ce qu'il allait faire maintenant. En sueur, il répondit que oui, il allait donner une bonne leçon à Wang Tang, et ses hommes commencèrent à le battre. Wang Tang était quelque peu confus, car c'était lui qui les avait embauchés. Yanin et Zhang se rendirent au siège de la Guilde Céleste, et elle lui demanda comment il s'était retrouvé dans cette situation. Zhang expliqua qu'il achetait simplement des boosters de nutriments pour sa bête, quand soudain ses hommes étaient arrivés. Yanin mentionna qu'il aurait pu lui demander des boosters de nutriments depuis le ciel, que la guilde s'occupait de cela. Elle leva le doigt et commença à sourire, en ajoutant que si Zhang avait besoin de suppléments, il n'avait qu'à lui dire, car elle pouvait les lui donner gratuitement. Zhang, étonné par sa générosité, la suivit tandis qu'elle lui présentait toutes les installations du centre d'entraînement de la Guilde Céleste, équipé d'outils de formation haut de gamme pour améliorer les compétences des maîtres des bêtes. Il disposait également d'une zone dédiée à la détente, la zone de loisirs, où les maîtres des bêtes de l'Est pouvaient se détendre après leur mission. On y trouvait des équipements comme un terrain de golf et des saunas. Ensuite, il y avait la salle de conférence, utilisée pour les réunions concernant des missions importantes ou pour élaborer des stratégies détaillées. Ils avaient aussi une aile médicale entièrement équipée avec des technologies médicales avancées, ainsi qu'une large gamme d'herbes médicinales. En pointant du doigt notre garçon, elle expliqua que les médecins des maîtres des bêtes étaient hautement qualifiés et offraient les meilleurs soins médicaux pour les bêtes blessées. Zhang, un peu étonné, attrapa Yanin par les épaules et lui demanda s'il pouvait rejoindre la Guilde Céleste en tant que médecin des bêtes. Elle commença à réfléchir, mais avant qu'elle puisse répondre, quelqu'un intervint. C'était Liu, le vice-président de la Guilde Céleste. Elle lui demanda qui il était et comment il était arrivé ici. À en juger par son âge et son manque d'expérience, il était évident qu'il ne pouvait pas être pris au sérieux en tant que médecin de la Guilde Céleste. Ken Yanin intervint alors, expliquant que Zhang était son frère juré, celui qu'elle avait mentionné précédemment, et qu'il avait aidé à maîtriser le singe géant à 3 yeux dans le train. Mais à ce moment-là, un homme entra précipitamment dans la pièce, nerveux. Il commença à crier en informant le vice-président Liu que plusieurs bêtes gravement blessées venaient d'arriver dans l'aile médicale. Essoufflé, l'homme demanda ce qu'il fallait faire, car il manquait de personnel. Liu se tourna vers lui et lui conseilla de ne pas paniquer, lui demandant d'appeler du renfort des autres branches. Elle donna à Yanin la tâche de demander de l'aide aux autres guildes, mais l'homme répondit qu'il n'y avait pas de temps à perdre, les bêtes saignant abondamment et ne tenant plus très longtemps. Zhang posa sa main sur sa poitrine et décida d'intervenir, expliquant à Liu que le temps était compté. Au même moment, une autre bête blessée, portée sur une civière, arriva à la Guilde Céleste. C'était un dog sauvage aux yeux verts qui saignait énormément. Les infirmières commencèrent à préparer des poches de sang pour la bête. Lorsque le propriétaire arriva dans l'aile médicale avec sa bête blessée, il se mit à supplier les médecins de sauver son animal. Tous les médecins se mirent en alerte, certains suggérant d'arrêter l'hémorragie en priorité, car la perte de sang était trop importante, tandis que d'autres essayèrent d'utiliser une pince hémostatique, sans résultat. En résumé, personne ne réussit à stopper l'hémorragie. Zhang observa la scène en silence avant de faire un pas en avant et de déclarer que les méthodes classiques ne fonctionnaient pas. Il commença à examiner attentivement la bête blessée et fit apparaître sa fenêtre d'état. Grâce à cela, il put localiser les points vitaux de la bête, qui était un niveau roi des bêtes. La créature avait une blessure causée par un roi venimeux de l'aiguille d'or, entraînant un traumatisme similaire à une perforation. La plaie était grande, recouverte d'un mucus vert vif qui l'empêchait de guérir. Zhang expliqua à tout le monde que cette plaie était causée par une toxine unique, le mucus vert brillant, ce qui rendait la blessure pratiquement incurable. Avec une expression confiante, il ajouta qu'il savait comment arrêter le saignement de la bête, mais il n'était pas sûr que le propriétaire lui ferait confiance. Le propriétaire, en panique, n'avait plus le choix et, désespéré, supplia Zhang de l'aider à arrêter le saignement. Notre protagoniste donna alors les instructions nécessaires pour préparer le médicament. Les médecins furent choqués en entendant les ingrédients mentionnés, car certains d'entre eux contenaient des niveaux de toxicité qui aggravaient la plaie. Mais Zhang resta ferme et leur ordonna de suivre ses instructions immédiatement, sous peine de rater le bon moment pour soigner la bête. Il leur révéla que sans le médicament, le dog sauvage aux yeux verts allait mourir. Les médecins, n'ayant d'autre choix, coururent préparer le médicament. 5 minutes plus tard, un des médecins, visiblement épuisé, apporta le médicament. Zhang mit des gants, ouvrit délicatement la bouteille et, avec son doigt, commença à appliquer le liquide autour de la plaie. Le médicament commença à faire effet, et la bête poussa un cri de douleur, ce qui choqua Zhang et le propriétaire. Cependant, la blessure commença à guérir lentement, arrêtant le saignement. Le propriétaire, voyant que sa bête allait bien, se mit à pleurer de soulagement. Zhang enleva ses gants et demanda au vice-président ce qu'il pensait de sa performance. Le vice-président tendit la main et
déclara que sa prestation avait largement dépassé ses attentes. Il s'excusa pour son comportement antérieur et invita Zhang à rejoindre officiellement la Guilde Céleste en tant qu'alchimiste spécialement désigné. Zhang lui serra la main, se sentant honoré. Après quelques heures, il rentra chez lui où sa sœur, tenant un rapport, se mit en colère en le voyant revenir si tard. Elle avait découvert qu'il avait signé un contrat avec la Guilde Céleste pour devenir un alchimiste spécialement désigné. Zhang ne put s'empêcher d'avoir peur, tandis que sa sœur, un peu déçue, lui reprochait de s'être consacrée à la Guilde Céleste et d'avoir oublié sa propre famille. Zhang, paniqué, tenta de la rassurer en expliquant que ce n'était pas vrai. C'est alors qu'une autre jeune fille, tenant un oreiller, entra et demanda à Zhang s'il avait quelque chose à manger. Zhang expliqua qu'il allait maintenant recevoir un salaire et qu'ils iraient à un banquet ce week-end. Les filles levèrent les poings, excitées par cette nouvelle. La scène se tourna alors vers la chambre de Wang Tang, qui était maintenant allongé sur son lit, la jambe dans le plâtre. Furieux, il jurait de ne jamais laisser Zhang tranquille. Il resta seul jusqu'à ce qu'il se venge, mais son père, déçu, apparut et le traita d'échec inutile. Wang Tang commença à pleurer, accusant son père de ne pas le défendre, bien qu'il soit le fils du vice-président. Wang Tang avait perdu contre un simple clown d'une ville éloignée dans l'arène, se déshonorant non seulement lui-même, mais aussi toute la famille Wang. Il pleura encore plus et supplia son père de cesser de lui crier dessus, expliquant que d'une manière ou d'une autre, Zhang s'était lié avec des bêtes de 3 attributs différents. Il se mit en colère en se rappelant que Zhang bénéficiait du soutien de la famille Wang, de la Guilde Céleste, ce qui rendait impossible pour lui de regagner son honneur. Son père s'assit à côté de lui sur le lit et dit que la Guilde Céleste était une entité que la famille Wang ne pouvait pas se permettre d'offenser. Le père toucha ses lunettes et, avec un sourire malicieux, expliqua que si Zhang devait avoir un accident pendant le procès de Yin Nin et mourir aux mains d'une bête magique, cela ne les concernerait en rien. Le lendemain, il était temps de commencer le procès de Yin Nansen, et tous les étudiants se rendirent dans une forêt où le père de Wang révéla que le procès serait diffusé sur tout le réseau. Tous les participants portaient un bracelet au bras, permettant aux enseignants de surveiller en temps réel le nombre de bêtes chassées pendant les batailles. Le classement était déterminé par le nombre de victimes. 10 kills équivalaient à un rang C, 31 kills à un rang B, 51 kills à un rang A, et plus de 80 kills étaient considérés comme un rang Su. La présidente Su se tourna vers le vice-président Wang et lui demanda d'annoncer les étudiants polyvalents de cette classe de première année. Il ferma les yeux et hocha la tête. Certains étudiants avaient entendu dire que Zhang avait obtenu la première place lors du procès de l'année précédente. Wang révéla qu'après le test d'évaluation des positions, 3 étudiants polyvalents étaient identifiés parmi les étudiants de première année. La première classe était Mang Yuangu, l'aîné de la famille Mang, la deuxième classe était Mang Zhenzing, et la troisième classe était Zhang. Ce dernier posa sa main sous son menton et pensa aux différentes familles des dompteurs. Il y avait 4 grandes familles de dompteurs en Chine, la famille E, la famille Li, la famille Murang, et la famille Shangguan. Après quelques heures, les professeurs se rendirent à la salle de diffusion de l'académie. Le gars moustachu nommé Yungo, qui était le commentateur, accueillit tout le monde. La présidente Su demanda au vice-président Wang combien de bêtes il pensait que Zhang allait tuer. Avec un sourire confiant, il répondit qu'environ 50 kills serait une bonne réussite. Le professeur Shen intervint en disant qu'il était certain qu'avec le talent de Zhang, il allait tuer au moins 80 bêtes. La présidente Su posa sa tête sur sa main et ne put s'empêcher de sourire. Elle pensait que Zhang allait battre le record de Ying Shang et attendait avec impatience de le voir créer un miracle. Tous les étudiants de première année commencèrent à entrer pour que le procès débute officiellement. En moins de 2 heures, la classe 2 avait réussi à tuer l'ours à queue courte avec 10 victimes au total. De la classe 5, Stian Hao avait déjà tué plus de 20 bêtes en seulement 1 heure. Mang Yuangongshu de la première classe avait déjà éliminé 43 victimes et se reposait sous un arbre pendant que sa bête tuait tout le monde. Yangongzhou pointa l'écran avec son doigt et expliqua avec un sourire que le griffon blanc de Murang Yangshu était la seule bête super puissante de l'épreuve. Sa capacité, appelée pénétration spatiale, pouvait non seulement réduire instantanément la distance avec l'ennemi, mais conférait aussi à toute attaque un effet pénétrant. Le griffon blanc se battait contre le serpent croc d'argent, une bête avec une capacité de récupération particulièrement forte, mais cette capacité était limitée par la puissance du griffon blanc. Et la fin fut horrible. La bête commença à arracher la peau du serpent et les spectateurs crièrent, demandant à Tsiyo pourquoi il ne torturait pas le serpent une fois qu'il était mort. Yanggu s'approcha du cadavre pour extraire le noyau de la bête. Selon le classement Zen, Zhang était première avec 50 kills, Yangshu était deuxième avec 49 kills, et Zhang était troisième avec 48 kills. La perspective de la transmission se tourna vers Xingxing, car les gens voulaient voir son pouvoir. Elle invoqua sa bête pour affronter un lion. Sa bête était une chauve-souris avec des ailes en os, de lignée légendaire, étant la seule bête morte vivante de l'épreuve.
L'adversaire était un lion assoiffé de sang, une bête de rang initial 2 avec une lignée épique, dont l'attaque physique avait un quintuple effet critique. Malgré la grande force du lion, il rencontra la chauve-souris en os et marqua le jour de sa défaite. Tous les téléspectateurs étaient de son côté, car elle était très belle et plus forte que son frère Yangong. Shu Yangzuo révéla que si elle parvenait à tuer le lion, elle aurait un total de 51 victimes. Yang Shuo ouvrit le classement et réalisa que dans cette épreuve, sa sœur allait prendre la première place. Mais il fut ensuite